Albert Camus écrira des travaux de Simone Weil sur la condition du travail, le plus grand, le plus noble livre qui est paru depuis la Libération s'appelle « La condition ouvrière de Simone Weil ». L'Express, 13 décembre 1955. On pouvait déjà y lire que le monde ouvrier, par les conditions mêmes du travail en usine, était un monde solitaire et privé d'espoir immédiat. 1951. Non seulement il est victime d'une iniquité matérielle, travail exténuant pour un salaire relativement minime, mais encore une iniquité morale, à savoir le manque d'intérêt de ce travail. Donc c'est par le biais de la réflexion sur le travail, sur le sens du travail, que Camus, dont vous connaissez l'extraction simple, ouvrière, va se rapprocher des analyses de Simone Weil, qui elle-même va passer une année en usine, va quitter son poste de fonctionnaire et d'enseignante pour faire une chose qui est importante pour elle et pour trois personnages qui sont très importants sur cette période, je pense, Saint-Exupéry, Albert Camus et donc Simone Weil. C'est cette idée que la pensée est quelque chose qui doit se confronter à l'épaisseur du monde. Il faut expérimenter, il faut vivre ce que l'on pense à travers le travail, à travers l'engagement, à travers la notion, comme dira Saint-Exupéry, de participer. On demandait toujours à Saint-Exupéry pourquoi allez-vous voler ou prenez-vous des risques, déjà quand il avait publié ses deux premiers romans et suite à Terre des Hommes. Et il disait, mais c'est impossible d'écrire quoi que ce soit ou de même partager une seule ligne si je ne suis pas engagé, si je ne participe pas. Le travail du romancier en tant que tel n'a pas de sens. Raconter une fiction par rapport à quelque chose sur lequel je ne suis pas engagé totalement avec toute ma chair, tout mon être, toute ma présence, on pourrait dire, sur cette même période sur le développement de la phénoménologie, eh bien, ceci ne peut pas avoir de sens. Il y a une moralité de l'écrivain, il y a une moralité du penseur, il y a un sens des valeurs qui veut dire que même si j'ai pensé une chose, et ce que dira Simone Weil par rapport à son expérience d'usine, elle va dire je n'ai pas de conclusions très différentes après mon année passée à l'usine de celles que j'avais avant de faire cette expérience. Mais maintenant, je peux en parler avec intensité, avec chair, avec épaisseur. Je peux dire les mêmes choses, mais avec légitimité. Ce qu'avant, je ne pouvais dire que de manière intellectuelle, ce qui la désintéressait profondément. Donc c'est un engagement par rapport à la littérature et la philosophie, où le but n'est pas de jouer avec la pensée. Le but n'est pas de faire des théories, des systèmes, ou se représenter le monde de manière intellectuelle. Le but fondamental, c'est de changer le monde, en se changeant soi-même. Il faut pouvoir participer parce qu'il faut qu'il y ait une transformation quasi corporelle, quasi charnelle. Il faut que la pensée se fasse chair pour que cette pensée ait du sens, ait de la valeur et vaille la peine de la partager. Dès 1949, Albert Camus soulignait par rapport à la parution de l'enracinement. L'enracinement, c'est en fait, on pourrait dire, l'une des seules œuvres que Simone Weil avait préparées pour l'édition. Mais dans quel sens ? Dans le sens où elle avait rejoint De Gaulle, elle avait rejoint Londres pour participer aux 4 commissions qui avaient été mises en place pour réfléchir sur les droits, ce qu'elle va transformer en devoir de l'homme. Comment réfléchir, comment penser après la guerre, quelque part une nouvelle constitution. Donc son engagement, elle voulait être parachutée comme infirmière volontaire en première ligne. C'est pour ça qu'elle a été à Londres, pas du tout pour écrire et jouer le rôle intellectuel. Elle a essayé de persuader dès sa présence à Marseille, et c'est aussi pour ça qu'on parle de Simone Weil, puisque les principales références des écrits que je vais citer aujourd'hui, ce sont les écrits de Marseille. C'est à sa réflexion quand elle était dans la région et son engagement
Vous connaissez son lien avec le père Perrin, ou en tout cas, il connaît bien sûr Gustave Thibon. Elle est allée travailler dans les champs, elle est allée travailler en tant que paysanne, comme elle a travaillé en tant que pêcheur, comme elle a travaillé à l'usine. Le travail était toujours pour elle une manière de se confronter, d'avoir la légitimité, aussi de vivre ces périodes de la même manière que ses contemporains. Avec la même souffrance, bien sûr, que ses contemporains, mais souffrance n'a pas un côté simplement péjoratif ou de vouloir peiner, mais de vouloir comprendre et ressentir les choses, mettre sa pensée en relation avec un ressenti et avec tout son corps, les confronter. Et donc par rapport à l'enracinement qui commence par les besoins de l'âme, Albert Camus, je pense que c'est le texte qui l'a le plus ébranlé, à part les réflexions sur la condition ouvrière par rapport à Simone Veil, puisque dans ses besoins de l'homme, il va être très marqué par cette idée que l'homme ne se nourrit pas simplement de pain, qu'il a également besoin d'ordre, de liberté, d'obéissance, de responsabilité, d'égalité, d'honneur, de vérité. Elle va citer un ensemble de besoins de l'âme qui travaillent par paire, par opposition. On a besoin d'obéissance, mais on a besoin de liberté, on a besoin de hiérarchie, et on a besoin en même temps de pouvoir par soi-même atteindre à une connaissance de soi, du monde et des autres. C'est toujours dans cette notion de travailler les contraires simultanément que l'on peut constituer et répondre aux besoins de l'homme, mais en même temps à la contradiction générale qu'elle vit à travers le monde. Cette même contradiction entre l'absurde que Camus va voir à travers le monde, l'existence, et le besoin fondamental d'amour, de créer du lien. Il y a toujours cette idée qu'à la fois il y a l'absurdité, et en même temps l'homme ne peut pas se contenter de cette absurdité, il faut quelque part qu'il accepte que le monde est fait de nécessité et d'un ensemble d'éléments qu'il ne pourra pas maîtriser, qu'il ne pourra pas comprendre, qu'il y a un illimité et une nécessité totalement aveugle, qui ne tient absolument pas compte de son désir, de son besoin de sens, de son besoin de vérité, de ce besoin de tendre vers des valeurs en tant qu'être humain. Donc, pourquoi toujours travailler avec les contraires ? Parce que c'est la seule possibilité pour l'être humain, quelque part, de garder sa propre unité, de pouvoir être au monde, en présence, mais effectivement, non pas en éliminant les contradictions, mais en les croisant. C'est le chemin de croix, on pourrait dire. C'est cette vision du monde où ce qui compte, c'est qu'il y ait un point de jonction entre les contradictoires. Ce qu'on peut appeler l'harmonie par opposition. Et ils sont tous les deux fascinés par la beauté du monde, la recherche d'harmonie, de proportion, mais qui n'est possible qu'à travers le croisement des opposés. Et dans l'œuvre de Camus, l'absurdité, la révolte et l'amour, il y a effectivement ce cheminement où, face à l'absurdité du monde, on ne peut que se révolter, mais il ne faut pas rester dans la révolte. Il faut pouvoir ensuite agir pour réunir les opposés. Ce qui pour lui, comme pour Simone Veil, on y reviendra à travers la relation entre philosophie et le domaine du religieux chez Simone Veil, puisque c'est quelqu'un d'incompréhensible par rapport aux catégories, puisqu'on la traitera pendant longtemps de communiste, de vierge rouge, de femme engagée dans une lutte pour de l'égalité sociale que l'on jugeait à cette époque-là, évidemment de gauche, évidemment communiste, évidemment extrémiste par rapport à ce monde. Et en même temps, elle est plus religieuse que les religieux, puisqu'elle est religieuse à la manière du philosophe, c'est-à-dire sans contrainte, sans institution, sans éléments extérieurs, qui ferait que la religion, pour elle, serait simplement une religion. Bien sûr qu'elle va vivre son rapport au religieux à travers la religion chrétienne, mais elle va refuser de se faire baptiser, elle va refuser de rentrer dans l'institution, puisqu'elle dira « mais mon rôle en tant que philosophe, c'est de comprendre que ce qu'il y a à l'intérieur, au cœur de toutes les religions, que ce soit à travers l'étude de la Bhagavad Gita, du Popol Vuh, bien sûr de l'Ancien et du Nouveau Testament, là-dessus, elle verra quoi ? Les mêmes valeurs,
ait la même possibilité de vivre ces valeurs. Ça, c'est son rôle de philosophe, de pouvoir voir derrière toutes les religions une vérité ou des vérités que l'on peut saisir par croisement, par comparaison. Jamais son engagement religieux ne mettra de côté son mental. Et on verra d'ailleurs qu'elle dira, bon, généralement les gens sont religieux par paresse, on y reviendra la semaine prochaine, et elle prônait l'athéisme purificateur. Avant de croire à quoi que ce soit, il faut aller à la limite de la logique, de la raison, de la pensée, pour que ce ne soit pas pensé en deçà, mais au-delà. Puisqu'il est beaucoup plus facile de croire à quelque chose sans avoir travaillé son mental pour aller à la limite de ce que l'on peut comprendre et accepter le mystère et les limiter. S'arrêter avant, c'est souvent ce contre quoi se bat le philosophe, c'est-à-dire la croyance. Croire et avoir la foi, mais en ayant mené son mental toujours à la limite de l'incompréhensible, de l'incommunicable, là où le langage ne peut plus répondre, ça c'est la voie philosophique, en tout cas prônée sous la forme de l'amour, sous la forme des noces avec Camus, ou sous cette forme de spiritualité qu'on évoquera un peu plus profondément avec Simone Weil la semaine prochaine. Alors par rapport à la science, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, on va faire quelques détours évidemment. Mais la position initiale de Simone Weil, on la comprend bien à travers la remontée à l'origine de la pensée grecque. Chose que va faire Nietzsche, et vous connaissez l'amour d'Albert Camus pour Nietzsche. Il y a quand même une famille de pensée et de réflexion, puisque Nietzsche, avant d'être l'auteur, le philosophe que l'on connaît, était philologue, donc il s'était occupé de traduire, entre autres, tous les éléments sur les institutions, des mystères à Éleusis ou ailleurs, donc il traduisait, il retrouvait le sens, ce qui l'a ramené à Dionysos face à Apollon, déjà dans son combat, avant cette première moitié du XXe siècle. Nietzsche va effectivement dénoncer la pure logique, le pur assèchement apollinien, pour retrouver l'essence même de la création, de l'illimité, de l'artiste, ce qu'il va mettre en avant dans son premier ouvrage sur la réflexion sur les origines de la tragédie. Donc on est sur une ligne de pensée qui n'est pas celle fondamentalement de la Grèce classique, mais plutôt de la Grèce archaïque, d'un temps qui a fondé Platon. Platon, à la fois on dit que c'est le dernier et le premier de quelque chose. On est beaucoup plus proche de la vision pythagoricienne, des présocratiques, voire de la Grèce archaïque, avec Simone Weil, qui va y ajouter quelque chose de fondamental qui est le travail, que de la pensée classique grecque et de la catastrophe métaphysique de l'Occident, c'est-à-dire l'oubli du lien de l'homme avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Un élément de participation où le macrocosme est fait pour être mis en relation avec le microcosme, l'être humain, le petit univers, doit être mis en relation avec le grand univers, qui est un grand être vivant, par le biais du mésocosme, c'est-à-dire une construction qui dépend de l'homme. Quelque chose qui va dépendre de notre propre action pour rendre le monde habitable pour l'homme. Le monde, par nature, n'est pas habitable pour l'homme. S'il n'exerce pas sa capacité à en extraire du sens, à le travailler et à travailler pour transformer ce monde, pour qu'il puisse être mis en lien avec le monde des idées, le monde de l'intelligisme, le monde du sens, le monde des valeurs. Donc c'est ce tiraillement, cette crucifixion de l'homme vient d'une vision du monde où il a un rôle d'intermédiaire, de démiurge, de capacité de mettre de l'ordre pour que le monde, pour lui, soit habitable. Ce qui est fait de manière instinctive par rapport, on dirait, au monde animal, végétal, minéral, doit être fait par un acte de conscience, par un engagement de l'homme à être écartelé, à être crucifié entre le ciel et la terre. Donc, dans cette réflexion, l'essentiel, elle nous le dira, c'est pas comprendre des choses nouvelles, mais parvenir, à force de patience, d'effort et de méthode, à comprendre les vérités évidentes avec tout soi-même.
il y a toujours cette idée, si l'homme est un microcosme, que toutes les vérités sont à l'intérieur de l'homme, toutes les valeurs sont à l'intérieur de l'homme, comme elles sont à l'intérieur de l'univers. Hein, les premiers physiciens, les présocratiques, quand ils observent la nature, l'observent pour en comprendre les lois atemporelles, hein, ce qui, derrière les apparences, a quelque chose d'éternel, d'atemporel, du sens, ce qui dure. Donc on cherche des lois, non pas pour maîtriser la nature, non pas par rapport à une utilité. La science n'est pas vue par rapport à son côté, et on va y revenir, utilitariste, mais la science est vue comme la possibilité de comprendre l'essence, l'harmonie du monde. C'est-à-dire, la science, dans le fond, vue pour une partie des Grecs et vue pour Simone Veil, est un art. Et nous, on a un problème parce qu'on oppose l'art et la science. Et pour un Grec, le cosmos, il est ordonné, mais il est beau. Il est beau et ordonné. Il est cosmétique. Oui, cosmétique, oui. C'est joli. Cosmétique, c'est joli. Donc, on est, évidemment, pour situer évidemment la période, on est face à une crise qui n'a pas commencé en 1900. Hein. Mais si je vous cite ces trois personnages, c'est que eux sont à la naissance du XXe siècle. Albert Camus, 1913-1960, Simone Veil, 1909-1943, Saint-Exupéry, 1900-1944. Hein, on est face à des destins évidemment un peu fulgurants, hein, parce que le plus vieux du lot, c'est 47 ans pour Albert Camus, 34 ans pour Simone Veil et 44 ans pour Saint-Exupéry. Hein, le seul qui va survivre quelque part à la guerre et qui va permettre d'ailleurs de faire connaître Simone Veil, c'est Albert Camus qui va faire le passage avec la deuxième partie du XXe siècle. Mais leur éducation, leur formation naît dans cette horreur du XXe siècle, puisque dans leur jeunesse, voire très jeune, ils vont, ou leurs parents vont vivre la guerre de 14-18, et ensuite ils vont se confronter à la deuxième boucherie de folie totale du monde, qui est la Deuxième Guerre mondiale. L'homme et l'humanisme vont être balayés par cette période, mais pas simplement par la difficulté des éléments extérieurs de cette période, mais par ce qui couvait déjà depuis un moment, c'est-à-dire le développement autonome de la science au service de la technique, sans valeur, sans réflexion sur la science. Cette dichotomie entre, on pourrait dire, le scientifique et l'ingénieur, et le technicien, et le penseur, va véritablement prendre toute sa forme, toute sa puissance. Bon, ne serait-ce déjà qu'avec la Première Guerre mondiale, qui est une guerre d'industriels là-dessus, où on ne va pas hésiter à envoyer quelques gaz chimiques chez le voisin. On ne va pas hésiter à faire une guerre industrielle, on ne va pas hésiter à utiliser la science et son développement, hein, comme ça va être le cas dans la Deuxième Guerre mondiale, et après la Deuxième Guerre mondiale avec Hiroshima et Nagasaki. Hein, et vous vous rappelez que Albert Camus est l'un des rares, à cette époque, à avoir véritablement rejeté, refusé et mis le doigt en disant « mais ça c'est de la pure inhumanité, on ne réfléchit plus à ce que l'on est en train de faire ». On est en train d'utiliser la science et la technique sans conscience, hein, comme nous rappellent d'autres, puisqu'elle est devenue effectivement uniquement un outil de maîtrise, de puissance, voire d'éléments monétaires et de développement de richesse par rapport au monde. Et Simone Veil, par rapport à sa réflexion sur la science, va pouvoir se nourrir évidemment d'une pensée... bien sûr que Nietzsche avait déjà prédit un certain nombre de choses par rapport au XXe siècle, mais le grand penseur qui va mettre en avant cette crise de la science, c'est bien sûr Husserl, à travers son ouvrage sur la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. 1935-1937, Crisis, il va rédiger ce texte sur la crise, donc dans le sens
où il va nous parler avec, on ne pourrait pas dire prémonition, parce que déjà les choses étaient présentes, mais avec intensité et clarté et réflexion philosophique sur le fait que malgré le progrès, la science est en échec. Parce qu'elle est incapable de donner au monde la philosophie et la sagesse dont elle a besoin. La science est, dans la vision philosophique de ces penseurs, ce qui devrait donner au monde sagesse, ce qui devrait donner au monde amour de la sagesse, philosophie. Et donc, on en est arrivé par la séparation de la science et de la notion de valeur, de vérité et de sens, au fait que la science va devenir servante de la technique et donc d'une obtention d'un pouvoir sur le monde, et en contrepartie à l'inutilité complète de la sagesse. On va voir le commun des mortels, on dit à quoi sert la philosophie? Mais à rien, mon bon monsieur. Parce que le monde est incompréhensible d'un point de vue du mental. Ce qu'on peut faire, c'est que l'exploiter. Nous ne pouvons pas rendre compte par notre pensée de, on pourrait dire, la soi-disant évolution de la science. Et ça va être déjà un grand nœud, un grand élément de réflexion, d'ailleurs aussi bien de Saint-Exupéry que de Simone Weil, sur la nécessité de fonder un nouveau langage. Puisque l'algèbre, où tous les penseurs, on pourrait dire, de la science classique ou préclassique, avaient toujours dans l'idée qu'il fallait formuler dans un langage compréhensible, beau, c'est comment trouver, c'était pendant longtemps dans l'éducation, comment trouver un axiome, un théorème, une définition qui soit juste et belle. Comment trouver la belle définition. Il fallait que ce soit beau et vrai. Donc il y avait dans l'éducation tout ce travail où il ne suffisait pas de donner l'axiome, le prédicat, la réflexion, l'hypothèse, ou de donner effectivement la formule ou l'élément. Il fallait en plus que ce soit beau. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Et évidemment, par rapport au développement de la science, on va commencer à faire un langage. L'algèbre va commencer à être obligé, dans son développement, sans jamais synthèse, sans jamais réflexion sur ce qu'on est en train de trouver, sur un langage de plus en plus théorique que le commun des mortels, quand il va à une page d'équations et de schémas et d'éléments, et sur quelque chose qui ne correspond absolument plus à la réalité, il n'y a plus de lien. C'est un langage à part. La science va utiliser un nouveau langage qui déconnecte totalement le citoyen, la personne vivant dans la cité, dans la société, qui le déconnecte complètement de l'évolution scientifique. Et étant déconnecté, la science devient, pendant un temps, source de vérité, au XIXe siècle, et encore pour une partie du XXe. La science le dit, donc c'est vrai. Le statut de la vérité est mis en rapport avec une science qui ne cherche plus le sens, mais qui fondamentalement est assujettie à l'utilité. Donc, cet abus de la logique, ce que Husserl va mettre en avant sur ce formalisme creux, on crée des formes, mais c'est creux parce qu'il n'y a plus de sens, il n'y a plus de finalité. Mais comme les besoins de l'homme, les besoins de l'âme de l'homme ont besoin de vérité, ils ont besoin de sens. Le langage, dès que nous parlons, il y a obligatoirement une hiérarchie. Il y a un sujet, il y a un verbe, il y a un complément. Quand on apprend la grammaire, on apprend une manière d'ordonnancer où il y a des choses qui servent à l'action comme un verbe, choses qui introduisent, des choses qui concluent, des choses qui rajoutent des compléments. Mais il y a une hiérarchie dans le langage. Nous ne pouvons pas parler, l'homme ne peut rien faire sans une hiérarchie de valeurs. Ce n'est pas un scoop. Il est impossible d'être dans le monde sans nécessairement avoir une hiérarchie de valeurs. Pour une chose simple, nous ne pouvons agir dans le monde que par choix. Il faut que nous soyons capables de choisir. On a du mal à choisir souvent parce qu'on
Dès qu'on choisit, on a l'impression de perdre quelque chose. Oui, on perd sans doute quelque chose, mais on gagne le fait de penser, ce qui est quand même pas mal. Parce qu'autrement, autant être un minéral, un végétal, voire un animal tranquillement. Hein. Parfois, on peut en rêver d'être une vache en train de regarder le TGV. Non, peut-être pas le TGV parce qu'elle va attraper un torticolis, mais d'être pas toujours assailli dans l'angoisse d'avoir besoin de trouver du sens à ce que nous vivons, avoir des finalités, avoir une orientation. Même si la finalité est matérielle, même si les valeurs sont matérielles, ça reste des valeurs qu'on peut définir comme valeurs matérielles, concrètes. Je travaille pour m'acheter une nouvelle voiture, je travaille pour les études, pour mes enfants, je travaille pour telle ou telle chose. Bon, il y a toujours des choses que je mets au-dessus d'autres. Autrement, on ne peut pas choisir, on ne peut pas exister dans le monde en tant qu'être humain, puisque nous ne sommes pas entièrement conditionnés par les instincts. Donc nous ne pouvons faire notre travail d'être humain que par hiérarchie de valeurs. Alors la question, c'est toujours de s'interroger sur la hiérarchie de valeurs. Là, on commence la réflexion, on commence le rôle d'être chacun d'entre nous des philosophes. S'interroger sur notre hiérarchie de valeurs. Et ensuite, être capable de modifier notre hiérarchie de valeurs. Ce qui est la fondamentale liberté dont nous parle Camus comme Simone Veil. La liberté n'est pas d'avoir telle ou telle certitude. La liberté, c'est cette capacité dans notre confrontation au réel de remettre en cause l'orientation de l'âme, c'est-à-dire remettre en cause les valeurs qui précédemment m'ont peut-être permis de me construire, mais qu'il est nécessaire de rebouger. La base du philosophe, c'est pas qu'il possède la vérité, mais qu'il tend vers une vérité, et donc de ce fait-là, il ne met pas son identité dans le fait de connaître et de savoir, il met dans son identité, dans sa capacité de se transformer. Donc l'utilité n'est pas dans la fin, dans la finalité de ce qu'on va obtenir. L'élément fondamental, c'est la transformation que je veux obtenir par le fait de tendre vers des valeurs universelles. Et c'est là où, effectivement, Simone Veil va s'intéresser énormément à la Bhagavad Gita et donc à la philosophie indienne, dans cette idée de dire, bon, de toute manière, on a droit à l'action, parce que l'inaction, c'est l'ignorance, l'inaction, c'est le conservatisme, l'inaction, c'est la mort, l'inaction, c'est l'insensibilité, l'inaction, c'est aucune expérience, il ne se passe rien, donc autant être, comme je dis, des autres règnes ou morts, puisque c'est simplement se battre dans le monde pour conserver ce que j'ai déjà acquis. Bon, ça existe parfois à l'intérieur de nous-mêmes. Mais en tant que tel, on n'est pas vivant. Vivant d'un point de vue humain, vivant d'un point de vue de la pensée, vivant d'un point de vue de l'intuition, vivant d'un point de vue de notre volonté à appliquer au monde. Donc, si je veux être dans le monde, il faut que je puisse agir. Donc, de toute manière, j'ai droit qu'à l'action. Par rapport à l'inaction, j'ai droit à l'action. D'accord. Mais quel type d'action ? Il faut une action sur laquelle je sois libre par rapport à ce que je vais en obtenir. C'est-à-dire, l'essence, le plus important, c'est pas ce que je vais obtenir avec l'action, c'est la transformation qui aura lieu en agissant. Ce qui explique pourquoi le travail est si important dans la pensée d'Albert Camus comme de Simone Veil. C'est dans ce travail intermédiaire que se situe le cœur du sens de la vie humaine. Donc, que mon résultat soit un échec ou qu'il soit une réussite, la victoire s'obtient par la manière dont je fais les choses. Dit autrement, la fin, qui est devenue l'utilité pour la science, ne justifie jamais les moyens. Parce que par rapport à la crise de la science moderne, c'est la notion de dire, mais oui, mais la fin justifie les moyens. Vous allez voir encore aujourd'hui, par rapport à la discussion sur la problématique de comment cultiver la culture intensive dans le monde, on va dire quoi ? Et parfois des humanistes disent, mais vous comprenez, il est impossible d'arrêter la surculture, puisque vu qu'on va être 9 milliards d'habitants, vu qu'il faut nourrir tout le monde, vu cette faim, utilisons grosso modo n'importe quel moyen, c'est-à-dire tuons la terre, rendons-la totalement inerte, nourrissons-la avec les différentes industries qui vont nous vendre ça relativement cher, pour donner de la vie à quelque chose qu'on a tué. C'est-à-dire l'industrie chimique va supplanter
La relation vivante de la Terre comme quelque chose de vivant, comme une représentation de la Terre comme quelque chose de vivant. Bien. Donc, ça va très loin, cette idée que la fin justifie les moyens, puisque c'est la crise de la science moderne. Non pas qu'il y ait non pas des chercheurs désintéressés au niveau scientifique, mais l'orientation des valeurs de l'être humain étant basée sur l'utilitarisme et le statut de la vérité ayant disparu, bon, à défaut de comprendre le monde, il faut que ça me rapporte. Hein? À défaut de comprendre les choses, au moins, il faut que j'ai quelque chose d'assuré. Vous savez, en période de crise, hein, la maison, le caisse d'épargne, le livret A, le truc, les valeurs or, les éléments sûrs, parce que comme on ne sait plus rien de rien, hein, comme tout est improbable, hein, comme les choses ne sont pas maîtrisables, eh bien au moins nous allons revenir à une vision minérale, la pierre, végétale, les espèces sonnantes et trébuchantes, voire animale, la loi de la force, hein, transformation du minéral et du végétal en système de garde. Hein, combien de barbelés, combien de systèmes de surveillance, hein, pour sauvegarder ce que je pense posséder. La vision philosophique, si on possède rien, la base, c'est d'apprendre à justement mourir. Désolé. Philosophie, c'est d'apprendre à mourir. On est avec Simone Veil dans une ligne où la question n'est pas d'acquérir des choses. Hein, la science n'est pas l'acquisition de connaissances. La science doit être purificatrice. Ça doit me nettoyer de mes illusions, nettoyer de mes attachements, me permettre, hein, d'apprendre à tomber et de me relever. D'apprendre à changer ma hiérarchie de valeurs avec joie, enthousiasme, plutôt que mettre toute mon identité dans le bric-à-brac de mon mental, hein, qui a construit une espèce de vision du monde absolument abracadabrante. Hein, si on va voir à l'intérieur de nous-mêmes, souvent ce que nous pensons sur énormément de choses, c'est une accumulation de vues à la télé, lus par-ci, pris dans les jeudis philo du matin, pris à droite à gauche. Hein. On a fait une espèce de patchwork. On dit voilà, je pense, hein, ça ce sont mes références, mes valeurs. Mais quel lien tu fais entre ce que tu penses sur ça et ce que tu penses sur ça? Mais aucun, pourquoi? Alors que la caractéristique de penser, c'est d'être capable de faire des liens, de mettre les choses en dynamique, de retrouver de l'unité dans l'éparpillement du monde, hein, de retrouver du sens dans quelque chose qui apparaît comme insensé. Hein, la fête de mettre de la force et de la puissance et de toute mon énergie dans la capacité de faire du lien plutôt que dans la capacité de maîtriser et contrôler les choses est un point essentiel de la pensée vélienne ou de la pensée de cette lignée de pensée. L'autre chose, bien sûr, hein, que Husserl va combattre et que Simone Veil va reprendre à son compte, c'est le psychologisme. Hein, il y a un excès de logique, il y a un abus de logique qui amène au formalisme creux, et de l'autre côté, il y a le psychologisme, c'est-à-dire tout dépend, hein, de comment je ressens les choses. J'aime, j'aime pas. Mais sympathique, il m'est pas sympathique. Cette idée-là, je la sens bien. Ah oui? Ça sent une idée? Ça sent comment, l'idée? Ah, cette idée-là, je la sens pas. Hein, ou cette philosophe-là, il y a des gens qui disent Simone Veil, Simone Veil, elle m'est antipathique. On s'en moque qu'elle soit antipathique ou pas antipathique. L'important, c'est de savoir s'il y a quelque chose d'intéressant à prendre dans ses idées. Hein, s'il fallait que... je sais pas, Husserl n'est pas forcément quelqu'un de sympathique, Heidegger non plus, quand on connaît un tout petit peu Hannah Arendt, bon, c'est pas quelqu'un auquel ça devait être très facile à vivre tous les jours avec. Hein, bon, donc à peu près n'importe quel penseur, c'est pas parce qu'il est particulièrement sympathique qu'on le sent ou qu'on le sent pas que ça va aller très loin. Alors, Simone Veil va dans les écrits de Marseille, et entre autres dans un texte qui s'appelle « La science et nous », en 1941, nous dire que nous avons perdu la science sans nous en apercevoir. C'est-à-dire, la science de la nature, la physis, la science en tant que proportion, en tant que possibilité de signification, en tant que représentation de l'univers, science dans sa capacité de faire des liens, de l'analogie, de la correspondance, science dans la capacité de pouvoir nous
développer une intelligence qui est celle de la synthèse, de trouver ce qui réunit les choses éparses. Science dans cette capacité d'un langage pour penser l'univers et l'exprimer. Science aussi comme mythe, poésie, art. Capacité de nous donner des images faites de mots, d'objets, d'actions. Science en tant que mystère. Confrontation à l'infiniment grand comme à l'infiniment petit. Science comme capacité de me ramener à la possibilité de me concevoir comme rien. Ça étonne toujours en philosophie quand Socrate répète « je sais que je ne sais rien », que c'est la seule chose qu'il peut savoir. Ou, chez Nicolas de Cuse, c'est de docte ignorance. La plus grande connaissance, c'est l'acceptation de mon ignorance. Alors, on pense toujours que c'est des blagues. Comme ils connaissaient plein de trucs, ils pouvaient blaguer, ces gens-là. C'est pas une blague, c'est un chemin de pensée, c'est une ligne de travail sur lequel la science a aussi pour but de me faire toucher au cœur l'infinité de ce que je suis, et en même temps ma grandeur, comme on trouve chez Pascal et chez d'autres. Donc, la science, dans ce sens-là, est parente de l'art, et non de la technique et de l'utilité. C'est une science qui touche au cœur. C'est une science qui contient une sagesse. Voilà ce qu'elle va chercher. Et elle va s'intéresser au quanta, elle va s'intéresser à la relativité. Il faut comprendre que Simone Weil, on y reviendra après, s'est toujours intéressée à la science. Elle a un frère qui a 2 ans de plus qu'elle, qui va avoir le prix Fields en mathématiques, qui va être agrégé de mathématiques. On connaît André Weil, qui est une référence et une pointure d'un point de vue de la science. Et ces 2 personnages totalement hors du commun, André et Simone, à part apprendre les œuvres classiques par cœur à partir de 5 ans où elle savait déjà écrire, 6 ans, à part être vraiment des surdoués, avoir l'agrégation à 19 ans, le bac à 15, à part la fulgurance dont on peut parler de ces 2 êtres, il va y avoir toujours cette idée où il n'y a pas la philosophie d'un côté et la science de l'autre. Ça s'appelle une famille d'humanistes. C'est comme si on imaginait qu'il y avait la médecine d'un côté et les humanités de l'autre. Normalement, un médecin est un humaniste. Ça a été le cas pendant longtemps. Même à Marseille, sur les épreuves pour devenir médecin, on continue à avoir des épreuves liées à l'humanité. Cette notion de l'humanisme. On n'a pas tout perdu. Quand même, un peu de fierté marseillaise de la région là-dessus. Donc, il y avait cette idée qu'on ne peut rien faire dans le monde, on ne peut pas agir dans le monde sans avoir développé nos qualités humaines, sans véritablement être des humanistes. Donc, cette idée de dichotomie entre l'amour de la sagesse, qui est aussi amour de la vérité, et qui est aussi science et art, ça n'a aucun sens d'un point de vue weilien, d'un point de vue de Simone Weil et de cette lignée de penseurs. Alors, ça l'amène dans son texte à dire une chose merveilleuse que je trouve, c'est qu'il y a 3 aspects au mouvement de l'âme. Du mouvement de l'âme vers le bien. On peut l'aborder sous 3 aspects. L'amour, l'art et la science. Alors ça, c'est toute la fulgurance de Simone Weil, de sortir des formules comme ça, qu'elle explique, qu'elle développe par la suite, mais effectivement, elle a cette capacité de condenser la pensée qui lui permet dans une formule, comme elle dit elle-même, ça ne veut rien dire une formule, il faut dire l'ensemble de l'œuvre d'un philosophe pour en comprendre le point de vue, se mettre au centre. Donc j'aime bien les gens qui font de la philosophie en faisant des citations. Bon, ça c'est sympathique, surtout pour ne pas philosopher. Dans le sens où la seule manière de philosopher avec les auteurs, c'est de se mettre là où ils sont mis. Penser à partir de leur référentiel. Penser comme Camus, penser comme Simone Weil, penser comme Saint-Exupéry, ça veut dire faire sien dans le moment où on pense, leur hiérarchie de valeurs, pour comprendre ce qu'ils sont en train de nous dire. Parce qu'autrement, on fait des contresens immenses. C'est bientôt le bac de philo. J'ai la chance de ne pas corriger de copie, donc je plains toujours mes collègues. Disons, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir encore à lire
hein, vu comment on enseigne ces lycéens sur le fait d'apprendre des bouts de pensée des uns et des autres, mais pas apprendre à penser en général. Ça n'enlève rien à la qualité des formateurs, mais vu le programme qu'on doit faire rentrer à l'intérieur des têtes qui n'ont pas tellement envie de s'ouvrir à la philosophie, l'ensemble du programme que l'on doit aborder, il est difficile de faire d'autre chose que leur donner des fragments qui vont ressortir généralement bêtement. Mais ça, c'est pas la faute de ceux qui vont le ressortir, c'est en grande partie la faute de notre système d'enseignement. Mais passons. 3 aspects du mouvement de l'âme vers le bien, l'amour, l'art, la science. C'est toujours cette idée qu'on dit l'amour d'un côté, la science de l'autre. Pour nous, ce sont des opposés. L'art et l'amour pourraient aussi être des opposés, ou l'art et la science pourraient être des opposés. Donc c'est uniquement dans la manière d'aborder les choses avec ces paradoxes que l'on peut saisir l'insaisissable, qui est le bien. Vous savez, à Platon, on lui dit « Qu'est-ce que c'est le bien ?» Tu nous parles du beau, du bon, du juste, du vrai, des 4 grands archétypes, et on va vers le bien. Il dit « Moi, j'en ai aucune idée. » Enfin, j'en ai aucune idée. C'est indéfinissable, il n'y a pas de langage là-dessus. Je peux te donner qu'une image, c'est le soleil. Bon. Qui va éclairer, etc. Il va utiliser le mythe, la poésie, pour nous faire comprendre la science des sciences, qui est celle du bien. Aborder le bien et agir en homme de bien. Puisque c'est jamais simplement comprendre le bien, mais c'est agir en fonction de ce bien dans le monde. Donc, revenons effectivement au rôle de l'homme. Il y a d'un côté l'ordre, le cosmos, les idées, les valeurs, la pensée, ce qui est du domaine de l'intelligible, auquel il n'est pas si difficile que ça de l'aborder, de tendre vers. Il n'est pas difficile non plus d'être en lien avec le monde, c'est-à-dire ses nécessités, ses contradictions, son désordre, cette épaisseur, cette contrainte, le côté aveugle de ce que nous vivons ou autre. La mort a frappé à notre porte de manière aveugle. Toutes les choses qui nous arrivent dans notre vie, dans notre existence, allez donc en comprendre le sens. À part les petits génies qui disent « Oh, ça t'est arrivé parce que tu le méritais bien. » On n'en sait rien de la chaîne des causes et des effets. Et quel sens donner à tout ça, à part un sens moraliste Là, tu dois avoir mal aux pieds parce que, je sais pas quoi, là, tu as eu telle maladie parce que... Bon, là, vous comprenez qu'on rentre vraiment dans du psychologisme et de l'irrationalité, puisque le monde est évidemment complexe. Notre rapport au monde est un rapport à une nécessité incompréhensible. C'est pas parce qu'on connaîtra la loi mathématique ou physique de quelque chose que ça va nous donner du sens. Ok, eau, H2O, bon, qu'est-ce que j'en fais à part la boire d'un point de vue du sens, ça n'apportera pas l'idée de l'eau. Ce que je peux mettre en relation entre l'eau extérieure et l'énergie et la purification et toute autre chose que la poésie va nous permettre de mettre en relation avec cet élément. Donc, ce monde est celui de la séparativité, de la brutalité. Ce monde est violent. Ce monde est un contresens pour l'homme. C'est pour ça qu'il est absurde, ce monde. Nous ne pouvons pas en saisir en tant que tel le sens. On a été projeté dans ce monde, mais bizarrement, l'être humain, dans cette projection, ne s'y retrouve pas. Même celui qui va développer que de la force, que de la puissance, qu'une forme d'animalité par rapport au monde, a priori, il lui manque toujours quelque chose, même si c'est quantitatif. Vous voyez rarement quelqu'un qui a fait fortune, qui a développé plein de choses, dit « ça y est, c'est le bonheur absolu ». Comme il aura peur que ça change demain, il va continuer. Comme il aura peur de ne plus avoir ce qu'il a, comme il a conscience du temps, il ne peut jamais être tranquille. Vous demandez aux gens, ça va bien aujourd'hui ? Oui, ça va bien, mais j'ai peur qu'il se passe quelque chose. Est-ce que le niveau de vie d'un certain nombre de Français ou autres a changé ? Non, mais la classe moyenne s'inquiète. La classe riche aussi. Et la classe pauvre aussi, parce que comme la classe pauvre rêve à la même chose que la classe riche, que c'est la même finalité, tout le monde prend des neuroleptiques. Remboursés par la sécurité sociale, évidemment, parce que il y a quand même un intérêt à abrutir de manière générale tous les citoyens pour leur permettre de ne pas chercher du sens, mais continuer évidemment à vivre
dans le fond de la caverne que nous avons bien organisé, tapissé, plus ou moins bien, que nous avons bien aménagé, pour ne pas développer forcément un citoyen pensant, mais un citoyen consommant. Bon, bref. On va bientôt me traiter de communiste comme Simone Veil. Donc l'homme est étranger à ce monde. Ça, c'est pas quelque chose de très nouveau, pour les camusiens que vous êtes. L'homme est étranger à ce monde. Il ne peut pas trouver un lien d'emblée à ce monde. Ça ne lui est pas donné. Il faut qu'il puisse le construire. Le monde est pure indifférence, le monde est pure nécessité. Donc là, je crée bien des opposés. Entre le monde intelligible, des valeurs, de la pensée, de l'être, du sens, et le monde dans lequel nous vivons, qui est qu'un fatras d'incertitude, d'improbabilité, de nécessité aveugle. Alors, c'est terrible parce que le monde est indifférent à mon désir. Bouh, je voulais ça, mais le monde ne me l'a pas donné. Mais c'est pas son rôle. Il n'a pas été fait pour me servir. C'est gênant. La Terre qui, normalement, m'a expliqué qu'elle était faite pour exploiter, qu'une fois que j'aurais fini la planète, j'irais sur Mars pour en exploiter une autre. On m'a expliqué que l'univers était fait pour mon désir. Mais ça résiste, le monde. Même mon désir, à travers l'utilité du développement de la science, n'est pas atteint. Il y a des crises. Il y a une limitation. Le monde est limité. Il n'y a pas une réserve de pétrole illimitée. Il n'y a pas des réserves de matériaux illimitées. Donc le monde est la confrontation à la limite d'un point de vue de l'esprit humain. Même si nous avons tout fait pour l'oublier. Donc l'utilité du monde, c'est avant tout l'utilité de la limite. Donc cette indifférence du monde par rapport à nous-mêmes, Simone Veil va le transformer dans un élément positif. Il dit, mais très bien, c'est quelque chose qui peut nous permettre de devenir indifférents à nous-mêmes, de nous délivrer de nos désirs, de nos craintes, de toutes choses, puisque de toute manière, confronté à cette indifférence, il faudrait que moi-même, je crée une distance, que je puisse avoir une réflexion, une distance, c'est-à-dire être, comme je le répète souvent, dans ce monde, mais pas de ce monde. C'est agir dans ce monde, mais avec des référentiels, du sens, une pensée qui n'est pas déterminée par le monde. Ça, c'est la grande vision nietzschéenne, entre autres, la volonté de puissance, ou la capacité de développer une puissance de volonté, sur le fait d'être en action et pas en réaction. Remonter au monde dionysiaque du chaos de l'être pour pouvoir agir et pas réagir par rapport à ce qui nous entoure. Agir dans ce monde, agir dans ce monde, mais ne pas être de ce monde. C'est plutôt être dans ce monde, pour exactement ce que j'ai dit, je crois, mais ne pas être de ce monde. C'est là. Donc, le monde a pour but, la confrontation au monde a pour but le principe de réalité. Il faut que j'arrête de fantasmer le monde. Il faut que j'arrête de vouloir voir du sens dans la nécessité. C'est paradoxal. C'est-à-dire, le sens, il est dans la partie intelligible, dans le monde de l'être. Le monde dans lequel je suis est celui de la nécessité qui va me confronter à l'absurde. Dur tiraillement, dure contradiction. C'est pour ça qu'on ne peut pas philosopher. On ne peut pas philosopher sans contradiction. Tous ceux qui cherchent un système clos en philosophie sont perdus. Parce qu'ils vont faire de la croyance avec la philosophie. Ils veulent faire quelque chose de clos en rejetant les problèmes. Il y a un critère pour moi au niveau philosophique, c'est tout philosophe qui est content de son système, qui ne le remet pas en cause et qui pense qu'il a trouvé l'élément universel, est en train de fonder une nouvelle religion. Laquelle? Celle de sa philosophie. Puisque le but de toute philosophie, c'est amener les gens à penser par eux-mêmes. Les mettre face aux contradictions. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas faire un choix par rapport à ces contradictions. Mais je ne peux faire un choix qu'en les assumant, les contradictions. La non-violence, dont nous parle Gandhi dans certaines circonstances là-dessus, est dans toujours cette capacité de pouvoir penser de la même manière que son adversaire. De ne jamais même humilier son adversaire. Je ne peux jamais mettre genou à terre.
de toujours garder de la dignité par rapport au travail des opposés. Ça ne veut pas dire être d'accord avec les Anglais pour Gandhi. Ça ne veut pas dire perdre l'orientation qui est celle de la libération de l'Inde. Mais un, il faut que les Indiens soient prêts. Et deux, il faut que j'ai bien compris les intérêts et le fonctionnement de l'adversaire pour trouver une solution pacifique. Essayer de trouver une solution pacifique, c'est lent. Mais c'est lent que si on pense qu'on peut faire plus rapidement. Moi je dis toujours c'est très rapide. Assumer la contradiction et la réalité du monde, c'est le plus rapide, puisque on intègre la réalité telle qu'elle est, dans sa contradiction. Et donc ça va être efficace. Mais une chose efficace demande du temps. C'est paradoxal. Souvent ce qu'on nomme efficace, dans l'instant, la solution qu'on trouve, nous oblige à refaire 3 ou 4 fois les mêmes choses. On va loger les gens efficacement dans des cages à lapins, et après, vous additionnez tout ce que ça nous coûte, à la fois de reconstruire les choses, à la fois en travail social dans les banlieues, dans les machins, dans les trucs, dans les bidules, parce qu'on a créé quelque chose d'inhumain. Ça coûte une fortune à l'État, à la société. Ça nous coûte une fortune de ne pas faire les choses comme elles doivent être faites. Mais on dit, ah ben oui, mais non, il n'y avait pas le temps, il fallait qu'on soit efficace. Ah oui. Mais une efficacité qui ne tient pas compte des valeurs humaines, du sens, d'une forme de vérité, au moins tendre vers une vérité, est quelque chose d'extrêmement coûteux. Donc, il y a toujours cette idée qu'il faut travailler les choses. La valeur du travail, c'est que notre confrontation au monde nous oblige à la transformation. Nous sommes dans un monde où je désire, il me faut le plaisir immédiat, donc nous sommes prisonniers de l'immédiateté, alors que toute la vision philosophique, c'est ce qui compte, c'est la transformation, puisque c'est la transformation, l'élément intermédiaire qui va me transformer. Je ne fais pas des gammes au piano simplement pour bien jouer le morceau à la fin, mais parce que le fait de faire des gammes me discipline. Le fait de me discipliner permet de développer ma volonté. Et le fait de développer ma volonté me donne de la liberté par rapport à la vie et aux choses, puisque je ne suis du coup plus dépendant de l'extérieur. Mais on se dit non, je fais des gammes au piano simplement pour la musique. Bien sûr, il faut aimer la musique, mais il faut aussi que j'aime faire des gammes. Parce que le fait de faire des gammes tous les jours m'oblige à trouver un ordre dans ma vie. Les gens qui ne travaillent pas disent « Je voudrais bien retravailler. Pourquoi t'aimes le travail ?» Non, mais ça m'obligeait à me lever le matin. Le travail leur donnait une discipline. Donc le travail n'avait pas simplement comme but de leur donner un salaire à la fin du mois, mais ça leur donnait une discipline. Leur donnant une discipline, ça leur donne un ordre. Leur donnant un ordre, ça leur donne de la dignité. C'est-à-dire la capacité de pouvoir agir en tant qu'être humain. Donner un cadre et une forme à l'expression de l'être. Donc, ce que nous propose Simone Weil, c'est de refonder spirituellement l'existence à travers le travail. C'est-à-dire, quand elle combat un certain nombre de fonctionnements de l'usine et du travail à la chaîne, c'est pas pour dire que le travail à la chaîne est mauvais. C'est pour réfléchir comment pourrait-on faire le travail à la chaîne en développant par exemple l'attention et la concentration. Puisque le problème n'est pas la répétitivité des tâches, le problème c'est l'humiliation de l'ouvrier. C'est que la tâche n'est pas en oubli. C'est qu'on ne voit pas dans une tâche répétitive comment faire pour que l'esprit humain puisse se développer. On l'a compris peu à peu en disant voilà, il faut une possibilité pour l'être humain de comprendre la vision d'ensemble de ce qu'il crée dans une usine, de ne pas comprendre sa tâche particulière. On se dit, le travail de qualité, tous les processus de qualité nous amènent à l'idée que si l'ouvrier met sa conscience dans le geste qu'il fait, en ayant conscience de l'ensemble, il aura une adaptabilité que la machine n'aura peut-être pas, il aura une capacité de voir les problèmes, les défauts, les éléments en amont, et pas une fois que les choses sont montées, enfin même pour de la véritable efficacité, sans attention, sans concentration, c'est-à-dire sans qualité humaine du manœuvre du travailleur à la chaîne, de celui qui est au plus bas de l'échelle, ça va coûter plus cher en finale. Donc tout ça, on l'a compris, mais à son époque, c'était encore un peu lointain. Mais elle ne va jamais avoir une réflexion pour dire il faut ne pas travailler en usine, il faut ne pas aller vers le développement de la technique, il ne faut pas de machines. Pas du tout, elle n'est pas rétrograde là-dessus. Mais elle dit il faut que tout ça
soit dans une finalité claire qui est l'épanouissement de l'être humain. Et ce n'est pas la tâche qui est humiliante, c'est de faire une tâche sans une finalité du domaine qualitatif, du domaine de l'être, du domaine du sens. Entre le bagnard qui fait ça simplement pour tirer sa peine, et celui qui creuse le même canal avec l'idée de, je ne sais pas, créer des réseaux de communication dans son pays, développer la valeur du lien, du partage ou autre, bon, c'est le même travail qu'ils font, mais ce n'est pas la même noblesse qui s'en dégage. Dans un cas, il peut y avoir transformation et ennoblissement de l'individu, dans la tâche qu'il fait, même si elle est très dure. Dans l'autre cas, il y a avilissement de l'individu. C'est le rôle du sens qui est mis en avant par rapport à ça. Donc, il faut une mise en rapport du sens, de la pensée avec l'impensé. Et c'est dans ce sens-là qu'elle dira « Le travail fait apparaître le droit, le respect de la personne humaine, l'égalité, la coopération, une amitié rude que rien ne remplace. » C'est un hymne au travail, puisqu'elle va dire une chose. Les Grecs étaient des feignants. Non, elle ne dit pas ça exactement comme ça. Elle dit les Grecs ont inventé énormément de choses merveilleuses, sauf le travail. Le travail, la vision grecque, et ensuite la vision indo-européenne, vous pouvez voir chez Duby ou autre, c'est en haut, il y a les instances de pouvoir, le roi, voire l'église, ensuite il y a le chevalier, et puis après il y a ceux qui travaillent la matière, les artisans, les paysans, la plèbe. C'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de sens. Donc la base du grec, c'est pas travailler. C'est l'aristocratie, la démocratie grecque, c'est pour ceux qui possèdent la terre, et les hommes sur la terre, les esclaves qui la bossent. Mais il n'y avait pas de spiritualité du travail en Grèce. Et ça, c'est l'un des grands apports d'un certain nombre de penseurs de cette époque, dont Simone Weil, de nous reparler d'une spiritualité du travail. Du sens du travail dans la transformation de l'homme. Donc un anoblissement du travail. Ce n'est pas pour ensuite vous dire de travailler plus pour gagner moins, mais pour gagner plus de choses intérieurement, ça c'est sûr. Vous savez, les grandes formules politiques comme ça ou autres, ça touche aussi le citoyen parce qu'il y a une partie de l'âme de la France qui est une âme profondément paysanne et d'artisan. On est le métier du compagnonnage, du chef-d'œuvre, de la réalisation intérieure qu'extérieure. Donc elle touche, à travers aussi bien ces valeurs philosophiques que les valeurs, on pourra dire, religieuses et philosophiques la semaine prochaine, quelque chose de très puissant par rapport à l'âme de ce pays, mais qui est aussi, à mon avis, quelque chose qui peut toucher l'humanité entière. Mais pour ça, il faut mettre en rapport la pensée avec le monde, l'esprit avec la matière, l'homme avec l'homme, l'homme avec lui-même. Il faut créer du lien. C'est pas le apparaître. Et donc, là-dessus, sur cette vision-là, le temps, c'est un espace de transformation. Le temps, c'est l'espace de la conscience. Le temps, c'est ce qui va me permettre de faire ce travail intérieur et extérieur en union et en unité. Et donc, la science, fondamentalement, devrait être une science désintéressée. La science ne doit pas avoir comme unique orientation l'utilité. Puisqu'autrement, elle ne répond qu'à un seul point qui n'est pas négligeable. Pas que on va rejeter la science par rapport à ce que ça peut nous apporter comme amélioration, mais une amélioration matérielle qui n'amène pas une amélioration spirituelle n'a aucun sens d'un point de vue vélien. On dira, il y a le progrès de la science, nous avons donc un progrès de notre confort. Mais est-ce que l'homme est plus humain aujourd'hui, avant les développements de la science, qu'après ? Il dit, mais oui, on vit plus vieux. Oui, mais pourquoi faire ? Je suis désolé, ça peut paraître terrible. Pourquoi faire ? Pour répondre à une non-acceptation pour l'homme, c'est sa finitude. C'est-à-dire, on vit plus vieux, c'est super, ça permet de moins se poser la question rapidement sur la mort. Donc, conclusion, mourrons plus jeunes, peut-être nous serons plus philosophes. Bon, c'est une blague. Mais il y a ce jeu-là. On dit, bah oui, on a l'électricité, le gaz à tous les étages, on a ci, on a ça, on a ça. Bon, et c'est génial avec tout le loisir qu'on a. Combien de personnes ont lu les écrits de Simone Weil de Marseille ? Bon, qu'est-ce qu'on en a fait de ce temps ? Qu'est-ce qu'on fait des moyens qui nous sont donnés ?
Comment utilise-t-on la libération de l'homme par rapport au travail, avilissant, ce qui n'est pas une mauvaise chose, pour faire un véritable travail intérieur? La diminution des contraintes extérieures pour une petite partie de l'humanité, il faut se rappeler, petite partie de l'humanité, ne correspond pas à l'évolution d'un travail de conscience. Nous devrions, grâce à l'évolution de la science, avoir des hommes de plus en plus humanistes. Grâce à l'évolution de la science, nous avons des hommes de plus en plus, je vous laisse conclure, nombreux, ça c'est clair, mais pas forcément amoureux et artistes, si on veut revenir. Pause bien méritée. Alors, la vie sera d'autant moins inhumaine que la capacité individuelle de penser et d'agir sera plus grande. Sans commentaire. Alors dans le parcours général de Simone Weil, puisque naturellement, vu ce que vous connaissez, ce que j'ai essayé de mettre en avant sur la notion ou l'importance de participer, c'est-à-dire l'importance d'agir en rapport avec ce que nous pensons et de penser l'action que nous menons, de marier la pensée avec le monde, l'esprit avec la matière, la vie même de Simone Weil, qui nous semble parfois un peu étrange, on la traitait de martienne quand elle était à Cagnes ou quand elle était en train de faire ses études avec son maître Alain, dont nous n'avons pas parlé, mais Alain est le grand accoucheur de Simone Weil. Non pas que Simone Weil sera dans le fond profondément alinienne, elle va développer une philosophie plus platonicienne que celle d'Alain, plus grecque que celle d'Alain, mais Alain avait la grande qualité pédagogique d'être capable d'accoucher de penseurs extrêmement différents. C'est un peu comme un Socrate qui a donné naissance à des écoles où on se demande quel rapport elles ont entre elles. Elles ont avant tout le rapport d'avoir été capables de faire penser les gens par eux-mêmes. Et Alain était un pédagogue extraordinaire pour essayer de faire sortir ce qu'il y avait de meilleur de chacun. C'était le premier à avoir éliminé la notation négative, par exemple. Parce qu'à cette époque, vous pouviez arriver avec moins 10. Pas 0 sur 20, mais moins 10. Moins 20. Il y avait une notation négative, donc ça nous fait rire aujourd'hui. Comme ça, on progresse. Ouais. C'est ça. C'est possible, il y a cette vision positive, mais il partait toujours de l'idée que dans la copie la plus médiocre, il fallait essayer de trouver une idée ou un élément où il mettait dans la marge, bon, à développer, à travailler. C'était l'idée vraiment que, justement, la discipline philosophique était un travail. Comme je le rappelle toujours, il disait minimum 1 heure par jour à l'écritoire. C'est-à-dire, il fallait s'arrêter pour écrire comme une discipline de pensée 1 heure par jour, avec une grande marge sur le côté, raturer, mettre des commentaires, laisser mettre des commentaires, et il prenait toutes les copies que faisaient ses élèves sur différents sujets, qu'il ne réclamait pas comme un devoir, mais comme une possibilité de se confronter, d'avoir un dialogue à travers l'écrit avec lui. Et par rapport aux pensées, il n'était jamais sur la notion je suis d'accord ou pas d'accord, mais beaucoup plus sur, voilà, ça très bien, vous pouvez aller plus loin, préciser votre pensée, aller de l'avant pour faire travailler votre muscle mental, s'attacher à l'écritoire. Donc, ce qui va intéresser Simone Weil, et c'est ça qui nous la rend parfois un peu étrange, c'est cette idée que dans ces temps extrêmement tourmentés par rapport à sa propre nature, ce qui est fondamental, c'est la verticalité. Un arbre ne se meut que vers le haut. Les feuilles et les fruits sont gaspillage d'énergie si on veut seulement monter. Il y a une forme d'application de la volonté par rapport au monde, une vision transcendante chez Simone Weil, qui brusque un tout petit peu, effectivement, parfois, cette idée du carpe diem, de prendre un plaisir dans la vie, dans l'existence. On oublie un tout petit peu qu'on était dans un monde de crise, de l'une des pires crises qu'on peut imaginer, qu'il fallait
naturellement par rapport à ça, s'investir de tout son être pour éviter que la barbarie finisse totalement d'envahir le monde. La pensée est action, et l'action est pensée. Donc, toute l'idée, c'est toujours de composer les choses verticalement, composer verticalement. C'est-à-dire, il faut pouvoir accueillir toutes les opinions, mais les composer verticalement. Ça s'appelle hiérarchiser, une autre manière avec un mot un peu barbelé. Composer verticalement, hiérarchiser les valeurs. Pouvoir effectivement ne pas rejeter les opposés, ne pas rejeter les contraires, mais par contre ne pas tomber dans un subjectivisme ou dans un nihilisme. Subjectivisme, tout se vaut, tout est pareil, de toute manière, la vérité, il n'y en a pas. Il n'y a que l'art de la persuasion, c'est le travail du combat contre les sophistes là-dessus. Donc, là-dessus, il faut toujours, effectivement, travailler en vertical. Puisque ce travail en vertical ne veut pas dire que mon classement, ma hiérarchisation va être définitive, mais ça veut dire que je vais pouvoir commencer à penser. En sachant quelle valeur je mets en avant par rapport à telle autre. Les raisons de mon choix me deviennent claires. Si le résultat de mon choix m'amène à remettre en cause ma hiérarchie de valeurs, j'ai pas mis mon identité dans ma hiérarchie de valeurs, je mets mon identité dans la capacité de la remettre en cause. Ça ne veut pas dire changer comme une girouette. Si les valeurs que j'applique m'apportent dans le monde la présence de l'esprit, du beau, du bon, du juste, du vrai, que j'arrive à faire quelque chose de bien qui transforme le monde, je garde un certain nombre d'éléments de ma hiérarchie de valeurs. Mais comme aucune hiérarchie de valeurs n'est parfaite, comme aucune pensée va être absolue, puisque nous sommes dans un monde de la contradiction, on l'a bien expliqué, dans le monde de la confrontation. Il faut à la fois que j'ai une hiérarchie de valeurs, autrement je ne peux pas vivre, m'orienter, réfléchir et penser, et en même temps, il faut que je m'en détache. Il faut que je sois capable de m'en détacher. C'est un paradoxe complet. Il faut avoir des certitudes et être capable de les changer. Il faut avoir la foi dans un certain nombre de choses, il faut avoir de la croyance dans un certain nombre de choses, et en même temps pouvoir s'en détacher à l'instant où je m'apercevrai que ça ne fonctionne pas, qu'il y a une incohérence, qu'il y a quelque chose qui n'amène pas dans l'action un rapport avec l'idée que j'en avais, avec la hiérarchie de valeurs que je m'étais donnée. Et donc ça, il est évident que c'est extrêmement exigeant. Elle finit par penser, et elle dit d'ailleurs que c'est carrément du domaine de la grâce de penser. Comme Saint-Exupéry disait, la chose la plus rare du monde, quand il était dans son avion, c'est de penser. C'est tellement difficile d'avoir des valeurs, une hiérarchie de valeurs, et de pouvoir s'en détacher. Le plus simple, c'est de ne pas en avoir, ou d'avoir que des valeurs matérielles. Parce qu'au moins, comme ça, je peux les voir. Pourquoi nous rabattons-nous souvent sur les valeurs matérielles et concrètes ? Parce que celles-là, elles me semblent réelles par rapport au monde de la sensibilité. Elles ne sont pas du tout plus réelles que les autres, voire même dans la hiérarchie de valeurs. Ce n'est pas forcément non plus celle-là qui va m'apporter le bonheur, même si ça peut y participer. Mais simplement, les valeurs instrumentales sont beaucoup plus facilement accessibles à nous que les valeurs dans le sens de capacité de se transformer, de se remettre en cause, les valeurs qui me permettent l'évolution, la transcendance, l'élévation. Et par rapport à Simone Weil, effectivement, sur sa réflexion, sur sa manière de vivre, on pourrait dire que c'est une vie d'attention et d'action. La notion d'attention est un point central de sa philosophie. Puisque il faut toujours être attentif, c'est-à-dire par rapport à la concentration que j'ai en moi-même, qui me permet de visualiser ma hiérarchie de valeurs, de clarifier ma pensée, la netteté de mes présupposés, la netteté de mes prédicats, la netteté de mes hypothèses. Ma hiérarchie de valeurs, c'est un ensemble d'hypothèses verticalisées et hiérarchisées, donc. Cette netteté
de concentration m'amène à une puissante attention au monde. La spiritualité de Simone Weil, c'est une attention au monde. C'est pas si éloigné de la présence au monde que la phénoménologie va développer. Mais c'est quand même sur un axe un tout petit peu différent, parce que cette attention et action a toujours cette idée du croisement, de l'harmonie par opposition, sur des choses inatteignables. L'attention parfaite est impossible, l'action complète est impossible, le croisement par contre est créateur. Alors cette lutte et ce travail de volonté, bien sûr que les circonstances sont en rapport avec cette nécessité, mais tout bêtement sa vie. C'est quelqu'un qui va naître prématuré à 8 mois, et qui, comme Camus, mais là dès sa naissance, va être extrêmement malade. C'est des gens qui vont être confrontés à l'épaisseur du monde aussi par rapport à la fragilité de leur constitution. Pour l'un, frappé en pleine jeunesse avec cette tuberculose qui, sur sa vie sportive, sur son engagement physique à travers le monde, va extrêmement le limiter, ou pour Simone Weil, où grosso modo, on n'a pas pu la scolariser durant toute sa jeunesse. Entre 11 mois et 22 mois, elle était véritablement entre la vie et la mort, donc elle naît prématurée, elle naît avec une structure, une fragilité qui font que l'engagement physique dans le monde est véritablement un chemin de croix, pour être clair. C'est vraiment là la contradiction totale. C'est quelqu'un qui voulait un engagement par rapport à l'action avec une faiblesse physique qui va la faire mourir très tôt. Alors les esprits, pour moi, un peu mal tournés, diraient oui, mais de toute manière, elle n'a pas fait attention à sa vie, à son corps, elle a grillé la chandelle par les deux bouts, comme les trois quarts à cette époque, pour être clair. Tous les gens engagés, de toute manière, comme elle voulait être infirmière, parachutée en première ligne, pour donner le moral aux combattants et montrer que le bien, le cœur et l'amour pouvaient être une valeur, quitte à ce que les infirmières, de toute manière, meurent très vite. L'important, c'était que le geste et l'élément soient faits, qu'on apprenne à lutter contre la force avec d'autres armes que la force, par rapport à d'autres valeurs que celle de vouloir apporter une force plus grande à la force qui était en face. Qu'on pouvait détruire ces forces du mal par l'amour, pour être clair, par la dévotion, par le sacrifice ultime. Bon, on pourra revenir sur ça, sur les valeurs spirituelles la semaine prochaine. Mais disons, c'est quelqu'un qui a des réactions tout à fait étonnantes grâce à Simone Pétrement et un certain nombre donc de collègues, de gens qui ont fait les études avec elle ou autres. On a des manuscrits assez importants sur la vie de Simone Weil. C'était à 3 ans, elle disait d'ailleurs j'aime pas le luxe. Elle détestait tout ce qui pouvait la différencier de celui qui souffrait le plus. Elle savait lire à 5 ans, elle écrivait déjà aux soldats de la guerre 14-18 pour les accompagner et pour avoir cette idée qu'il fallait leur créer du lien. Et elle n'était pas du tout croyante à cette époque-là. La rencontre avec la spiritualité va venir beaucoup plus tard. Mais l'engagement en tant qu'être est quelque chose de relativement prématuré. Et dès 5 ans, avec son frère qui a 2 ans de plus, ils apprennent par cœur le Cid, les œuvres classiques, l'Iliade, l'Odyssée, enfin bon, des blagues comme ça, qui récitent évidemment. Ils ont créé la fraternité des chevaliers de la table ronde, et ils se réunissent dans justement une petite table ronde où ils viennent déclamer les vers et les éléments sur leur quête du Graal, sur la quête du meilleur. Bon, c'est des jeux d'enfants, évidemment. Il y a toujours cette idée d'oubli de tout intérêt personnel. Il y a une forme de dégoûtation, c'est un terme qui va être inventé quelque part par rapport à Simone Weil, sur beaucoup d'éléments. Bien sûr, certains éléments de nourriture ou autres. Il y a des choses qui, par rapport au monde, lui obligent à une extrême discipline pour rester vivante, ça c'est une chose, par rapport à sa maladie et sa fragilité, mais aussi pour marier la pensée et l'esprit avec le monde. On dit c'est une idéaliste, bien sûr, mais c'est une idéaliste pragmatique, qui, de manière très claire, elle prend ses idées, elle dit, bon ben là, il y a beaucoup de gens au chômage, donc il est impossible que ma paye de professeur reste ce qu'elle est. Donc je vais prendre celui qui touche le moins au chômage, et je vais garder ça pour moi, et tout le reste, je vais le distribuer à ceux qui n'ont pas de quoi vivre. Bon, ses parents adoraient cette vision du monde, bien entendu.
Mais elle était née dans une famille très particulière qui a réussi pour ses 2 enfants à toujours leur apporter le meilleur par rapport à leur nature. Hein, Simone Veil voulait recevoir Trotsky, pas parce qu'elle était trotskiste, mais parce que quand même il fallait pouvoir discuter, dialoguer ou autre. Hop, où est-ce qu'on va recevoir Trotsky ? À la maison familiale, hein, quand elle était jeune, elle était encore adolescente. Enfin, sa mère, évidemment, hein, venait sur place pour lui faire quelques petits plats quand même, parce qu'elle oubliait complètement de se nourrir. Par rapport à son combat, à ses nécessités, à son enseignement. Donc, ça crée une telle puissance d'impact chez ses élèves, son exigence mentale. Et j'avoue que dans mon grand amour de Simone Veil, il y a cette espèce de fascination sur la clarté et la puissance mentale qu'elle avait et la capacité à rendre simple et accessible des notions extrêmement complexes qui va l'amener, pendant qu'elle est encore adolescente, à faire de l'éducation ouvrière. Hein, elle n'avait pas encore son agrégation, qu'elle s'est engagée à aller tous les dimanches, et dès qu'elle pouvait, et les soirs, à éduquer les ouvriers. Son combat syndical n'était pas un combat de parti. Elle considérait que les syndicats devaient jouer un rôle, pourquoi ? Pour l'éducation ouvrière. C'est-à-dire que pour que l'ouvrier se libère des contingences de la matière et du monde, ça nécessitait le fait qu'il puisse avoir une autonomie de pensée. Et pour ça, comme s'il fallait s'arracher à la vie quotidienne, à la pénibilité de la tâche pour aller s'instruire, elle faisait un travail extraordinaire de simplification, sans que ce soit de la vulgarisation, pour permettre à ces hommes et ces femmes de trouver de la dignité par la connaissance, par le savoir. C'était pour elle le rôle fondamental du syndicat. Bien avant les conditions matérielles, bien avant autres, ce qu'il fallait, c'est qu'il y ait des conditions spirituelles. Une véritable dignité, bien sûr, dans le travail, mais une réelle capacité de penser par soi-même. La lutte syndicale pour la rue de Saint-Gall, c'est pour ça qu'elle ne s'est jamais engagée au Parti communiste en tant que telle. Elle ne considérait pas la masse des travailleurs ou la classe des travailleurs comme une classe qui allait permettre de faire évoluer grand-chose. Il fallait que la classe des travailleurs soit aussi une classe des penseurs. Et que la classe des penseurs soit aussi une classe de travailleurs. Ça, c'est vrai aussi. C'était dans le mariage entre les deux, dans cette exigence-là. Donc, cette notion de révolte qu'on a rencontrée chez Camus, elle l'a dès sa prime jeunesse. Elle est révoltée contre les institutions, elle est révoltée contre l'injustice, contre l'ordre social, contre les pouvoirs. Dès ses 5 ans où la guerre de 14-18 commence, puisqu'elle est née en 1909, elle a une espèce d'engagement qui n'est pas fondamentalement lié à sa famille, parce que bien qu'ils aient un grand intérêt, bien qu'il y ait un côté artiste, d'une ouverture, beaucoup d'amour de la part du domaine maternel, et son père est médecin, est toujours en train de travailler, on considère que c'est un homme bon, mais ce n'est pas des gens qui ont une réflexion philosophique dans laquelle elle est baignée, c'est des gens qui aiment la culture, qui aiment surtout l'idée que chaque être humain doit pouvoir se réaliser par rapport à ses qualités. Donc l'un sera mathématicien, l'autre sera professeur de philo, mais il voit passer toutes les phases de Simone Veil, comme des éléments de sa propre transformation, son évolution, en l'accompagnant dans son accouchement. C'est une forme de maïeutique qui n'était pas du tout liée au fait de leur faire penser comme eux. Il y avait une pensée sociale, oui, chez les Veil, mais ils n'étaient pas particulièrement engagés. Bon, son père était radical, ce qui à l'époque ne veut pas dire grand-chose pour nous aujourd'hui, comme Alain, disons, avait ce même type d'engagement. Mais beaucoup de ces réactions semblent venues de nulle part. Elles sont vraiment venues de ses choix et de sa manière de se positionner. Toujours par rapport aux valeurs, dès sa prime jeunesse, elle considère que si on veut de la justice, si on veut une équité, il faut aller du côté de la proportion, il faut aller du côté de l'équilibre, il faut aller du côté de la géométrie. Enfin, c'est ce qui va la fasciner dans la philosophie grecque, qui est que justice rime avec harmonie, proportion, équilibre, entre la pensée et l'action, entre l'être et le paraître, entre bien sûr la connaissance et le fait de vouloir bien faire. Elle va toujours chercher à vouloir connaître. Elle va lire tous les ouvrages scientifiques possibles à son époque, elle va se tromper, elle va revenir, elle va réétudier, elle va chercher quel problème chez Planck, quel problème avec les quantas, quel problème ou non avec Einstein, quel problème la science, et elle cherche. Elle n'est pas toujours assurée, on la voit dans ses écrits qu'elle fait pour elle-même, elle ne fait pas ça pour la publication non plus, elle fait ça pour la recherche, pour
De temps en temps, elle publie bien sûr dans les magazines, dans les revues engagées de l'époque par rapport aux conditions de son temps. Mais sur ces éléments et recherches philosophiques, ce sont ses cahiers. C'est les cahiers de Simone Veil. Hein, son écritoire continuel où elle pas à pas, on peut la suivre dans la mise en place de son œuvre et dans sa pensée. Elle nous donne les étapes successives. Mais même si les formules finales sont fulgurantes, on n'y arrive pas comme une espèce de cerise sans gâteau. Il y a toute la constitution du gâteau, effectivement, on arrive à la limpidité d'une expression finale dont on a tous les tenants et les aboutissants. Donc son œuvre est méthodique, son œuvre est scientifique, même si il y a un côté artistique à travers la poésie, à travers aussi beaucoup d'intérêt qu'elle a dans le monde de l'expression, à travers l'image, les mythes ou le sens des choses. Donc, vouloir connaître, ça doit me servir à vouloir bien faire. La vérité doit pouvoir me servir à dégager de la justice, de la loyauté, de la fidélité et de la charité. Elle n'appelle pas ça encore charité, elle ne va pas lui donner des termes chrétiens ou religieux, mais c'est cette idée de dire « il est intolérable en tant qu'être humain que je puisse vivre paisiblement et tranquillement quand d'autres n'ont pas accès à la même chose que moi ». C'est une espèce d'égalité sociale où elle prend son rôle d'intellectuel très au sérieux. Je ne peux pas, si j'ai des qualités de penseur, me jouer avec les pensées, m'amuser avec le mental. Je dois avoir un respect profond et total de la pensée qui fait que je dois toujours essayer de la rendre accessible au plus petit pour qu'il puisse lui grandir. Donc la pensée doit être des graines. Ça va être des choses que je plante chez l'autre pour que ça puisse pousser. Ou c'est la mentalité de l'arrosoir, où l'autre a déjà les graines et la terre, et moi je suis là pour arroser et faire pousser, et lui apprendre à trier les mauvaises graines, les mauvaises herbes, des choses qui vont lui permettre de se réaliser. Donc il y a un engagement par rapport à la connaissance qu'on pourrait nommer sous la notion d'un courage consciencieux. Elle développe effectivement un courage immense par rapport à son temps, mais très consciencieux. C'est-à-dire, bien sûr qu'elle va prendre sur ses nuits, sur son temps, sur toute sa vie, sur ses réserves, mais parce qu'on ne peut pas faire ça à la légère. La pensée, ça ne s'improvise pas. C'est pas quelque chose qui est une fulgurance qui va me tomber dessus, et donc dans un génie artistique, je vais dire les choses. Il faut le travailler. Il faut, point par point, avec patience et méditation, revenir sur l'ouvrage, détricoter, retricoter, avancer, pour essayer de s'approcher de quelque chose qui est du domaine de la philosophie pérenniste, de la philosophie pérenne, c'est-à-dire de la philosophie qui dépasse le temps. Et son premier ouvrage, on pourrait dire, ou thèse, par rapport à son diplôme en 1928, va être sur science et perception chez Descartes. Il y a toujours une lignée chez un philosophe. C'est toujours très intéressant de voir ce sur quoi il fait sa thèse, ce sur quoi il travaille en premier. Après, c'est souvent des petites notes ou des développements à partir d'une première ligne, entre science et perception chez Descartes. Pendant qu'elle fait ce travail-là, effectivement, elle est déjà en train d'enseigner, et elle va toujours marier, dès 33, 34, 35, des réflexions entre le social et la condition ouvrière. En 32, elle voyage en Allemagne, puisqu'elle veut voir ce qui est en train de se passer. Elle pressent et elle voit les choses arriver. Donc elle dit, il faut que je sois là-bas pour témoigner. On est avant 33, mais déjà toutes les choses sont en place. Et l'orientation prédite par Husserl quelque part, par Nietzsche et par les autres, de la possibilité de passer directement à la barbarie par rapport à une science sans conscience, et le populisme et la crise qui est en train de se développer là-dessus, est déjà présent. Donc il va y avoir un ensemble de réflexions qu'elle va ramener de son voyage en Allemagne. Évidemment, 32 en voyage en Allemagne, 34, toute l'année elle va travailler en usine, comprendre pour changer le monde. 36, elle s'engage en Espagne. Bon, déjà qu'elle n'a pas une grande santé, en plus elle n'a pas une bonne vue, donc elle met le pied dans une bassine d'huile bouillante. Bon, elle est obligée d'être rapatriée du jour au lendemain, la pauvre Simone Veil, là-dessus. Mais elle peut voir en Espagne, elle en témoigne,
À la fois ce combat pour la liberté, mais en même temps l'horreur et la barbarie des deux côtés. La folie qui peut prendre les hommes par rapport au fait de penser que l'action ou la fin peut justifier les moyens. Qu'on va pouvoir tuer un ensemble de prêtres, de gens ou autres, simplement pour une cause, ça va lui faire prendre énormément de distance par rapport aux communistes, parce que pour elle, l'être humain en tant que tel possède une dignité, possède quelque chose à l'intérieur de lui-même, du domaine du bon, du beau, du vrai et du juste, ou s'il se trompe, c'est par ignorance. S'il combat du mauvais côté, c'est par ignorance. C'est très platonicien comme vision du monde. Donc on ne peut pas haïr une personne. On peut par contre haïr l'éducation et l'idéologie qui l'a enfermé, qui le rend esclave. Là-dessus. Donc elle va avoir toujours cet élément d'engagement, comme Saint-Exupéry, qui sera d'ailleurs, lui, journaliste par rapport à la guerre d'Espagne, et qui va avoir beaucoup de réflexions sur les problématiques des deux côtés. Donc il y a toujours un engagement très fort, puisqu'elle engage, elle y va avec un fusil. Vous connaissez, quand on voit souvent Simone Veil dans sa tenue de militante pour aller combattre pour la liberté en Espagne, bon, jamais le combat ne lui fait perdre de vue l'universel, l'humanité, et même s'il faut s'engager, il ne faut jamais s'arrêter de penser et de réfléchir l'engagement. Souvent on a peur avec ces êtres-là que l'engagement leur obscurcit la vue. Et c'est souvent mal connaître leurs pensées. L'engagement permet de clarifier la pensée et de le remettre en cause. Ce qui est très différent avec un Sartre. On voit bien, effectivement, indépendamment de ses qualités littéraires et d'un certain nombre de pensées, que son engagement l'empêchait bien souvent de se rendre compte des folies de son temps. Et là, l'engagement de Simone Veil n'est pas un engagement qui m'obscurcit la vue. Qui fait que je continue à militer, je ne sais pas, pour la grande Russie, le grand Lénine, etc., tout en sachant et en ayant les informations du contraire, du problème que ça pose, sans remettre en cause les choses positives qu'on peut trouver chez Marx, chez les uns les autres, mais jamais mon engagement remet en cause ma pensée. Mon engagement est quelque chose qui doit toujours être présent, mais comme je sais qu'il faut réviser toujours ma hiérarchie de valeurs, je ne mets pas mon identité dans l'engagement, je mets mon identité pour regarder les faits concrets. Ce que je vois, ce que je vis, est le résultat de mon engagement. Oui, mais je suis quand même engagé. Mais je suis engagé parce qu'il faut que je participe. Et oui, c'est ça la problématique. Comment voulez-vous réfléchir quelque chose sur lequel je ne participe pas ? Je vais écrire sur les gens qui sont à la chaîne dans l'usine. C'est impossible. Je ne peux pas vivre la fatigue de l'ouvrier et comprendre ce que veut dire aller à un cours du soir après avoir fait 8 heures ou 12 heures de travail à la chaîne. Je ne peux pas comprendre ça. Il faut que je m'engage dans l'action tout en comprenant que ce choix ne doit jamais m'arrêter de penser et qu'il faut que je révise continuellement mes engagements. Il y a des allers-retours chez le philosophe. Vouloir chercher un système philosophique est un contresens. C'est une pensée en mouvement qui doit être intéressante. Ce n'est pas justement le côté définitif. Mais je ne peux penser qu'en choisissant. C'est-à-dire qu'en m'engageant, en âme et conscience, en me donnant aucune excuse dans cet engagement qui viendrait de l'extérieur pour me rendre compte que je me suis trompé. C'est exactement comme un combat mental, un combat de judo, où je rentre sur le tatami et je vais commencer à avoir des points en moi si je ne m'engage pas dans le combat. Parce que c'est très facile de fuir, entre guillemets, de laisser l'autre avancer en disant « bon, je vais attendre qu'il fasse une faute ». Oui, ça c'est un travail d'intellectuel judoka. Ce qu'il faut fondamentalement, c'est dire « bon, bien sûr que ça m'arrange s'il s'engage, lui, mais pour ce qui s'engage, il faut aussi que je m'engage. Après, on va voir ce qu'on va faire. » Mais il y a, comment dirais-je, une part d'élimination dans le combat au judo à partir du moment où on refuse le combat. Il faut entrer dans l'action. Oui, mais ça s'appelle l'engagement, même si ce mot nous choque. L'engagement ne veut pas dire prendre une carte au parti, l'engagement ne veut pas dire me faire baptiser dans l'église chrétienne, l'engagement ne veut pas dire faire partie d'un parti. L'engagement, ça veut dire que par rapport à ce que je pense et mes idées, il faut que je participe. Mais je ne vais pas faire dans cette participation n'importe quoi. Donc je vais m'extraire à chaque fois, je vais profiter des organes de liaison et d'écriture, parfois pour dire des choses inverses de l'orientation de la pensée de cet organe de presse ou d'éléments. Donc jamais mon engagement justifie les moyens que je vais utiliser. C'est ça qui compte.
à la différence de Sartre. Oui, pardon. Dans l'engagement, il y a les philosophes de l'équilibre, si vous voulez, entre les contraires. Oui. C'est leur cas, et c'est ce que je veux, personnellement. Mais je constate aussi des engagements des philosophes du déséquilibre, je dirais, qui ont leur idéal, qui savent bien le mal qui se produit, Oui. et qui pour autant maintiennent leur direction, même si c'est très douloureux pour eux. Et vous parlez de Sartre, mais Sartre, il a, à la fin de sa vie, dans le dernier article du Nouvel Ordre, si vous l'avez Oui, lu, oui. il renie complètement ses engagements précédents. C'est-à-dire Oui. qu'il fait un retour sur lui-même. Heureusement. Et il défend les God people. Non mais, je veux dire, c'est aussi des êtres humains. Bien sûr, de toute manière, vous savez, face aux grands, on ne peut pas dire que Sartre est un nain, au niveau de la pensée, de la réflexion, en tout cas de l'art et de l'écriture là-dessus. Il faut toujours raison garder, c'est-à-dire apprécier la qualité de ces penseurs, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir sur les thèmes de l'engagement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, évidemment, il n'est pas question ni de défendre Sartre, ni de combattre Sartre, mais de profiter du meilleur. Mais comme on parle de Simone Veil, je me suis permis d'expliquer cette différence de positionnement par rapport à l'engagement. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une authenticité dans d'autres engagements, d'autres types d'engagements. Bien sûr, bien sûr. Aussi des êtres humains qui conservent leur lucidité et leur esprit critique vis-à-vis d'eux-mêmes. Bien sûr, mais il y a une différence idéologique à la base par rapport à ça, qui est que dans le cas d'un engagement d'un parti ou dans le cas d'un engagement collectif, on reste sur l'idée de la fin qui justifie les moyens. Et ça, c'est pas la ligne de travail de Simone Veil. C'est-à-dire, elle va se tromper, comme tout le monde, mais elle travaillera, elle s'exigera, sans être du tout parfaite ou quoi que ce soit, elle s'exigera toujours cette idée que jamais aucune fin ne justifie les moyens. Ça, c'est une ligne spécifique, claire, qui n'est pas celle que tout le monde veut adopter ou souhaite adopter, puisque dans un monde matérialiste, où si je pense que de toute manière c'est la puissance, le pouvoir qui va me permettre de faire ensuite les choses justes, peu importe comment j'arrive au pouvoir, puisque ce qui compte c'est d'avoir le pouvoir. Bon, ce qui crée un léger problème entre éthique et politique, puisque si la fin justifie les moyens, comment atteindre le pouvoir de manière non éthique pour ensuite vouloir faire un monde éthique ? C'est comme si, dans ces cas-là, le pouvoir ne corromprait pas. Le pouvoir corrompt si je l'atteins en étant corrompu. C'est pas le pouvoir qui corrompt toujours. Nous, on est dans la doctrine, le petit pouvoir corrompt de manière petite, le grand pouvoir corrompt de manière importante. Mais pas du tout. C'est pas le pouvoir qui corrompt. C'est la manière d'atteindre le pouvoir qui fait que je suis déjà corrompu. La science s'est pas corrompue en cours de route du XXe siècle. Les germes de la corruption entre valeurs et science étaient du XIXe, étaient du XVIIIe. C'était déjà 4 siècles d'évolution qui avait peu à peu déconnecté l'éthique de la science et l'éthique de la politique. Machiavel, 16e. En conclusion, la fin, donc, ne justifie pas les moyens. Et ça, c'est une pensée absolue, non ? C'est une ligne de pensée. Moi, je parle au nom de Simone Veil. C'est une ligne de pensée. Si vous me demandez dans ma hiérarchie de valeurs, si c'est vrai, oui, je vous dirais, dans ma hiérarchie de valeurs, jusqu'à aujourd'hui, ça reste le top. Le fait que la fin ne justifie pas les moyens. C'est un de mes critères principaux au niveau de la pensée. Mais ça me regarde moi, dans ma hiérarchie de valeurs. Là, il n'y a pas de mouvement, là. Il n'y a pas de mouvement, là. Dans la fin qui justifie les... C'est stable, là. C'est-à-dire La fin ne justifie pas les moyens. Oui, c'est un certain nombre de certitudes, et on verra la semaine prochaine quel est l'intérêt de la foi et de la croyance. Ça va être très intéressant. Quel est l'intérêt de la foi et de la croyance ? D'avoir deux, trois repères, comme pour un géomètre ses prédicats, comme pour un scientifique ses hypothèses, 2-3 choses sur lesquelles on accepte simplement de les donner clairement. On me dit, quelle est votre philosophie ? Je dis, moi je crois à la philosophie de l'évolution. Bon voilà, il y a plein d'autres philosophies, mais il faut dire très clairement, dès qu'on commence à s'adresser sur quelle philosophie on parle, voilà, je crois à une philosophie où la fin ne justifie pas les moyens. Bon ben voilà, après, chacun voit midi à sa porte, chacun sa hiérarchie de valeurs. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que les gens ne donnent pas leur hiérarchie de valeurs. Et pourtant, ils se permettent d'avoir des opinions sur tout.
Parce qu'on ne peut pas discuter si on ne met pas sa hiérarchie de valeurs au clair avec l'autre. Un, peut-être pour réviser ma hiérarchie de valeurs. Deux, pour pouvoir dialoguer. Pas dialoguer, c'est deux intelligences. Mais si j'ai de l'opinion d'un côté et l'intelligence de l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai un minimum de clarté de hiérarchie de valeurs d'un côté et pas de clarté de l'autre, le dialogue n'est pas possible. Ça devient un jeu d'opinion. Puisqu'on ne veut pas donner ses présupposés. Alors, moi, Oui. j'ai senti que madame vous a un peu... Pardon? J'ai senti que madame vous a un peu contredit. Ou vous a, comment dire, sur le fait que tout doit être possible, évolutif. Oui. Et sur cette hypothèse... Du côté stable et certitude. Vous n'avez pas l'air du tout de vouloir évoluer. Ah, c'est ça le grand paradoxe. Voilà. C'est ça le grand paradoxe. Mais c'est la philosophie justement de l'acceptation du contraire et des opposés. Donc, je ne peux pas penser... Ça ne justifie pas les moyens, c'est quelque chose qui paraît ça a de l'intérêt. définitif. Ça a de l'intérêt si j'accepte de l'opposé, à la fin justifie les moyens. Si moi je dis, je n'accepte pas que quelqu'un puisse me dire la fin justifie les moyens. J'accepte, on va discuter. Sur quelle fin, du coup? Est-ce que nos fins sont similaires? Et du tout, est-ce que nos moyens sont similaires? Parce qu'il va falloir discuter de finalité. Non, mais là, vous vous arrêtez. Parce qu'à un moment, il n'y a plus de mouvement. Non, comprenez bien. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. D'abord, disons, c'est un problème de processus de pensée, si on veut revenir à Simone Veil. D'abord, il faut travailler la polémique. Polémos, d'abord, il faut l'antinomie. D'abord, il faut véritablement pouvoir opposer. Mais après, Parce que si vous n'opposez pas, vous n'aurez pas le champ et la puissance énergétique suffisante pour pouvoir éventuellement, ou énergétique, de pensée, d'émotion, tout ce que vous voulez, hein, de l'ensemble d'ailleurs, pour éventuellement essayer de rejoindre une unité qui peuvent mettre les opposés en harmonie. Mais nous, on est dans un monde qui dit quoi? On dit, oui, hein, moitié de l'un, moitié de l'autre. On dit, voilà, il faut moyenner, il faut le juste milieu, la moyenne, hein, il faut véritablement le consensus. À la fois, il y a la fin qui justifie les moyens, en même temps, il y a la fin qui ne justifie pas les moyens. Bon, on va créer une voie médiane horizontale. L'idée d'opposer, hein, qui est la base de la pensée pour moi, et qui est la base de la pensée pour cette ligne de travail là-dessus, c'est je dois accepter d'opposer les choses en ne mettant pas mon émotionnel comme paravent pour dire l'autre n'existe pas. Je cherche à nier l'une des parties des opposés. Je ne peux pas, face au monde, hein, la réalité qui nous entoure, nier que la fin justifie les moyens pour une grande partie de nos contemporains, pour une grande partie de moi-même, hein, par rapport à ma manière d'agir, ma manière dont on est formé, etc. sur ça, puisque si ce n'était pas le cas, nous serions tous totalement détachés du résultat. Je ne sais pas si vous êtes totalement détachés de l'obtention du résultat, parce que si la fin ne justifie pas les moyens, ça veut dire qu'on va être heureux simplement en cheminant. Heureux simplement dans cette dynamique et dans cette transformation. On rejoint l'absurde. Alors on reste dans l'absurde, disons, on n'en sort pas. Donc le côté révolte chez un Camus, et le côté opposition dont on est en train de parler là, c'est là que commence la pensée. On ne peut pas dégager l'amour chez Camus, on ne peut pas dégager hein, la pensée, la construction, la hiérarchie de valeurs chez Simone Veil, si on ne passe pas par la révolte. Mais la révolte veut dire quoi? Veut dire que je clarifie ce que je combats. Tiens. Socrate doit clarifier comment fonctionnent les sophistes et les valeurs des sophistes. Je dois comprendre parfaitement quelle est la hiérarchie de valeurs des sophistes. Bien sûr que l'opposant, il y a un moment d'arrêt. Ah, ça vous plaît. Il y a un moment d'arrêt. Mais c'est comme si hein, vous arrêtez au grand écart ou à l'écartèlement hein, pour créer une telle tension que ça va créer un champ d'énergie nécessité de voir s'il n'y a pas au-dessus des deux opposés quelque chose. Mais ce quelque chose est un mystère, c'est un inconnu, c'est inatteignable. Donc c'est pour ça que ça crée le mouvement. L'opposition crée le mouvement dans cette vision. Mais si je pense posséder la vérité, la sagesse, à la fois la fin ne justifie pas les moyens et la fin justifie les moyens, je crée aucune possibilité de transcender la situation. Et là on parle bien d'une vision verticale et pas horizontale. C'est une transcendance ce que je veux. C'est quelque chose qui peut nous permettre de réunir. Oui. Dans la fin justifie les moyens, il a été dit que ça pouvait être une vérité
absolue, mais à mon avis, c'est plutôt un engagement. Parce que dans les systèmes politiques concrets, symétriques qu'on connaît, la fin justifie les moyens. Oui. Et on le voit malheureusement. Donc c'est une troisième voie, c'est une troisième force, c'est ma direction. Mais c'est un engagement vital. Oui. La fin justifie les moyens, la fin par des moyens humanistes, des moyens philosophiques, des moyens universels. C'est un engagement, plus qu'une vérité absolue. C'est un engagement. Et qui pèse dans la balance, c'est la voie de la civilisation, contre pour moi la voie des barbares. Vous le faites d'ailleurs le mouvement. Hein, engagement, bah ça y est, c'est du mouvement. Je m'engage, je fais un pas en avant, je m'engage, je me mets en mouvement. Voilà. Bon, disons que la valeur du travail et les oppositions, hein, vous savez, à la manière d'Hegel, thèse, antithèse, synthèse, eh ben je suis désolé, c'est pas de la pensée. Parce que je ne suis pas engagé, ni dans la thèse, ni dans l'antithèse, ni dans la synthèse. Et c'est ça la problématique de la copie philosophique de l'Indie et des épreuves du baccalauréat. C'est qu'on demande aux gens de penser sans engagement. Et du coup, le mouvement n'y est plus. Je suis dans un élément arrêté, en train d'observer, hein, éventuellement des opposés, la thèse, l'antithèse, allez, la synthèse. Bon, mais vous, dans tout ça, vous pensez quoi? Vous engagez comment dans votre vie? Mais ça n'a rien à voir. C'est un jeu du mental. Hein, mais un mental, hein, ça crée une certaine dynamique mentale, c'est bien, c'est pas pour nier ça. Mais à part ça que le muscle fonctionne bien au niveau du mental, je l'utilise pour faire quoi? Ça, c'est la grande question. Pour quelle utilité? Pour quelle finalité? Bien. Bon, écoutez, nous allons revenir la semaine prochaine sur la question des valeurs. Je vous souhaite une excellente semaine.